Vous êtes sur Medi 1 et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à la Foire internationale de Dakar, dans la capitale sénégalaise. Sur place, nous verrons comment sont valorisés les produits locaux. Durant cet important événement commercial, des stands de femmes constitués en groupements d'intérêt économique, communément appelés GIE, et qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques, a particulièrement attiré notre attention. Venant de différentes régions du Sénégal, elles profitent de l'opportunité que leur offre la Foire internationale de Dakar pour exposer leur savoir-faire et accroître le plaidoyer en faveur du développement du secteur de la transformation artisanale de produits halieutiques. Ces dames espèrent l'émergence d'une véritable économie bleue dans le pays. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'état des lieux de la transformation artisanale de produits halieutiques au Sénégal, nous sommes avec Monsieur Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur en transformation des produits halieutiques. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Alexis, de m'avoir invité à l'émission Croissance Verte, qui est une émission suivie un peu partout à travers le monde. Merci Monsieur Diouf et nous nous retrouvons sur ce plateau juste après notre reportage à la Foire internationale de Dakar. Il est signé Chern Dao et Giro Togbe. La Foire internationale de Dakar, lieu commercial, un marché de grande importance, de valorisation des produits locaux. C'est une manifestation commerciale d'exposants de divers secteurs d'activité, venus de divers secteurs économiques, venus d'ailleurs ou encore de diverses régions du Sénégal. C'est le cas de l'Association pour la promotion des initiatives locales, venue du Sine Saloum, région au sud de la petite côte du Sénégal. Par rapport à cette coopérative, nous travaillons dans les produits halieutiques, des produits comme les crevettes. Nous sommes 27 GIE qui se ressemblent pour la coopérative, appuyée par Apil. Apil est notre partenaire. Il y a ESC et CAPM. La formation des femmes constituées en groupement d'intérêt économique, la transformation des produits de mer sont entre autres actions qu'elles mènent. Nous transformons aussi. Il y a la valorisation des produits halieutiques comme la crevette, les huîtres, les pagnes, les toufas, les cons. Nous travaillons sur ça parce qu'il y a la mer qui nous entoure. Et ces produits nous aident à parvenir à améliorer notre condition de vie. Mustapha est l'un des animateurs du projet Vivre mieux de la mangrove dans le delta du Saloum. Selon lui, grâce aux partenaires et à la volonté affichée des groupes d'intérêt économique, ce projet connaît des avancées notables. Le projet Vivre mieux de la mangrove dans le delta du Saloum, c'est un projet qui permet de préserver la mangrove. C'est-à-dire, la mangrove a été à une certaine époque dégradée, c'est-à-dire pendant les années de sécheresse, de 1970 à 2000, il y avait la salinisation, il y a aussi la pression anthropique, c'est-à-dire les actions anthropiques que la population mène sur l'exploitation de la mangrove. Maintenant, pour préserver cet écosystème de mangrove, on a mis en place ce projet, Vivre mieux de la mangrove dans le delta du Saloum, pour renforcer, parce que ce projet a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Le deuxième objectif consiste à améliorer les conditions de vie des populations à travers une gestion rationnelle des ressources naturelles. C'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles consiste à valoriser les produits halieutiques, les huîtres fraîches, l'exploitation et la valorisation des huîtres fraîches. Il y a aussi la pagne, il y a aussi les crevettes. Des difficultés persistent cependant. Avec la mer, c'est un peu difficile. Tu vois que les femmes du Sénégal sont tellement braves. Si tu les vois dans la mer, tu dis non. Parce qu'avec les pirogues, c'est eux-mêmes qui partent à la recherche des huîtres
C'est eux-mêmes qui partent à la recherche des yèdes, je ne sais pas comment l'appeler. C'est eux-mêmes qui partent à la recherche des toufas. Et c'est tellement difficile. Parfois, tu n'as pas de chaussures, des bottes. Parfois, tu n'as pas le matériel complet pour aller cueillir ces produits-là. C'est un peu difficile. Régénérer l'écosystème de mangrove à travers le reboisement, mais aussi à travers la distribution des foyers améliorés, mais aussi à travers des activités génératrices de revenus. Par exemple, parmi ces activités génératrices de revenus, il y a un fonds d'appui à l'investissement qui est octroyé aux femmes, FAI, qu'on appelle FAI. Maintenant, il y a aussi d'autres activités que nous menons sur le terrain. Parmi ces activités que nous menons sur le terrain, il y a aussi le suivi de reboisement pour voir quelle est la capacité de régénération naturelle, assistée ou non assistée, des espèces qui ont été plantées. Voilà. À une autre extrémité, nous voici au stand du centre écologique Albert Schweitzer. Des femmes transformatrices sont à l'œuvre. Des poissons séchés et conditionnés, exposés ça et là. Bon, le CAS, Centre écologique Albert Schweitzer, est une organisation suisse et qui est basée dans 3 pays ici en Afrique. Nous sommes au Sénégal, au Madagascar et aussi au Burkina. Et ici au Sénégal, nous sommes basés à Thiès, au quartier sud-est. Et bon, le CAS s'active aussi ici au Sénégal dans tout ce qui est agroécologie, dans les énergies renouvelables, la gestion des déchets et l'assainissement aussi. Diapal Digen Diambar, en abrégé 3D, c'est un projet qui encourage les femmes transformatrices de poissons. Il prône une vision moderne de la transformation artisanale des produits halieutiques. Nous sommes en train de mener un projet intitulé 3D, Diapal Digen Diambar, c'est-à-dire le renforcement des braves dames. Et ce projet a pour objectif de contribuer à l'autonomisation économique des femmes transformatrices, mais aussi à la gestion de l'environnement. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler avec eux dans tout ce qui est amélioration de leurs conditions de travail. Donc nous avons fait des formations avec ces femmes transformatrices. Nous les accompagnons aussi dans l'obtention de produits frais pour qu'ils puissent vendre leurs produits dans les grandes surfaces et autres. Et aussi dans le processus de labellisation, la participation à des événements comme des foires, d'où notre présence aujourd'hui ici. Le centre écologique Albert Schweitzer intervient dans une dizaine de villes du Sénégal. C'est le cas de Thiès, Mbour, Ziguinchor ou encore Saint-Louis. UFTFTB, l'Union des femmes transformatrices de Fass Boye, se situe dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, dans la région de Thiès. C'est un groupement qui regroupe 15 GIE, regroupant plus de 700 femmes transformatrices, qui sont dans 3 villages, à Fass Boye, à Lit et à Diogo. Notre principale activité, c'est le poisson fumé, communément appelé le ketchup, le poisson fermenté, le gedji, et le poisson fermenté tambadjan. La transformation des produits halieutiques, notamment le poisson, est une nécessité. C'est un moyen simple pour conserver et reporter la partie de la production artisanale et industrielle qui n'a pu intégrer la consommation en frais. Au déficit, à la surproduction, il est important qu'on ajoute une plus-value. Vu la rareté des espèces, il est primordial que nous conservons une partie de ces surpêches pour pouvoir alimenter le marché local, tout comme le marché extérieur. En plus de là, c'est une expérience qu'on a reçue de nos grands-pères, de nos grands-mamans, de nos mamans, et vu l'importance et les ressources pécuniaires et le manque d'emploi, il est important que nous soyons dans la transformation des produits halieutiques. C'est ce qui explique notre credo. Cette dame est aussi transformatrice, chargée de l'unité de transformation de Mbaling. Dans la commune de Mbour, elle a sous sa responsabilité une équipe de femmes. Notre unité de transformation s'active sur la production des produits halieutiques, c'est-à-dire le yé, le ketchup, le confumé et le gedjikon. Parce qu'il y a beaucoup de produits à Mbour, au niveau du quai de pêche de Mbour.
cause pour laquelle on s'active sur ça. Car on est accompagné aussi par l'ONG qui a financé cette unité pour qu'ils puissent aller de l'avant. La commercialisation des produits issus de la transformation reste un défi. Bon, je dirais à 30%. Mais à 60%, il est très difficile, vu l'accès à la matière première et la commercialisation des produits halieutiques. C'est extrêmement difficile. Nous comptons moderniser encore nos produits locaux pour qu'on puisse avoir une place sur le marché extérieur, où nous pouvons écouler nos marchandises et nous pouvons aussi avoir des retombées économiques pour pouvoir subvenir à un besoin pour atténuer, pour amortir le coût de production. Nous avons décidé de prolonger, faire une deuxième phase de ce projet. Tout ça, c'est à cause des résultats que nous avons obtenus et de l'impact qu'on est en train de voir, d'où les changements que les femmes sont en train d'opérer. Parce que comme par exemple, si je prends l'exemple de Fastboy, c'est un GIE qui n'était pas du tout organisé. C'était créé depuis 2017, mais il n'y avait aucune action, c'était pas organisé, les femmes ne venaient pas, ne respectaient pas les réunions et tout. Mais depuis qu'on est en train de travailler avec, dans le cadre du projet 3D, on a vu qu'il y a beaucoup de changements. Maintenant, les femmes ils ont changé leur GIE, ils ont organisé une assemblée générale pour changer le bureau du GIE. Il y a une nouvelle présidente, une nouvelle gestion. Donc il y a ces changements et mis à part cela aussi, bon, il y a le développement de leurs activités, le respect des normes d'hygiène et de qualité par rapport aux produits qu'ils sont en train de présenter. Après, vous pouvez voir par vous-même. Il y a beaucoup d'améliorations dans ce sens et tout ça, c'est à cause grâce au projet 3D. Le secteur de la transformation halieutique continue de se développer. La FAO estime que des changements porteurs de transformation plus ciblés sont nécessaires si l'on veut que le secteur halieutique et aquacole soit plus durable, plus inclusif et plus équitable. Une transformation bleue de la production, de la gestion, du commerce et de la consommation des produits alimentaires aquatiques doivent s'opérer pour que l'on puisse atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur en transformation des produits halieutiques. D'abord, M. Diouf, que pensez-vous des activités présentées dans ce reportage et particulièrement du savoir-faire de ces femmes constituées en GIE? Merci M. Alexis. Je vois que les femmes se débrouillent pas mal. Il y a une diversité de technologies de transformation. Il y a également une diversité de produits allant des coquillages aux mollusques, gastéropodes et jusqu'aux poissons. Comment décririez-vous aujourd'hui la physionomie du secteur de la pêche en général et plus particulièrement de la filière transformation artisanale des produits halieutiques au Sénégal? Au Sénégal, la pêche occupe une place très importante, non seulement en termes de nourriture en quelque sorte, valeurs nutritionnelles et autres, en termes également de devises, puisqu'il y a des exportations, il y a des échanges avec les pays, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, partout à travers le monde. Il y a également le fait que c'est un apport important en protéines, puisque le poisson contribue à hauteur de plus de 60% en protéines d'origine animale. La transformation artisanale est une activité séculaire. Donc c'est une activité qui date de très longtemps. Jadis, c'était considéré comme une activité pour valoriser les méventes, mais de plus en plus, c'est devenu une activité phare qui occupe surtout la gente féminine. La technologie évolue au fur et à mesure. D'abord, il y a des sites qui sont améliorés, il y a des formations qui sont déroulées au niveau de ces GIE et au niveau de ces bonnes dames-là. Il y a également de plus en plus la masculinisation de cette activité. Selon vous, quels sont les grands défis auxquels font face les acteurs s'activant dans la transformation de ces produits halieutiques? Le plus grand défi, c'est la raréfaction de la ressource d'abord. Puisque pour transformer, il faudra avoir de la ressource. Et la ressource diminue de plus en plus. D'ailleurs, c'est pourquoi on préconise d'exploiter peu et de valoriser mieux pour non seulement pérenniser la ressource, mais également en tirer le maximum de profit. Les autres difficultés que rencontrent
le sous-secteur de la transformation artisanale sont généralement liés aux problèmes d'hygiène, puisque les sites ne sont pas bien aménagés, aux problèmes de formation pour les dames, surtout sur les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Il y a également le problème de l'emballage qui pose un problème énorme. Vous êtes enseignant-chercheur en transformation des produits halieutiques. Dites-nous, y a-t-il des recherches scientifiques menées sur ces questions liées à la transformation de ces produits? Oui, il y a de ces recherches qui se font. Il y a des mémoires de master, de licence et de doctorat qui se font sur le sous-secteur de la transformation artisanale, notamment en termes de qualité, en termes de propositions d'amélioration de l'emballage, mais également en termes d'incorporation d'épices. Fumer un poisson avec des épices ou bien le fumer naturellement, ça donne un choix au consommateur. Et ça également, ça prolonge la durée de vie de ces produits. Par exemple, si vous utilisez du moringa et que vous traitez cela avec des poissons fumés, il a été démontré scientifiquement que ce moringa-là participe à inhiber une certaine flore bactérienne. Étant donné que ces poissons, les produits halieutiques sont riches en eau, donc c'est une source d'altération par rapport à ces bactéries. Si vous utilisez des produits qui vont jouer le rôle d'antiseptique, donc vous allez prolonger la durée de vie de ces produits-là, sans pour autant utiliser des produits chimiques. En tant qu'enseignant-chercheur, travaillez-vous en collaborant avec ces GIE évoluant dans la transformation? Et si oui, comment se passe cette collaboration? L'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, où j'exerce, travaille en parfaite collaboration avec le 3FPT et également la Gaspésie des îles, ce sont des Canadiens. Ils travaillent ensemble en participant à la formation de ces bonnes dames, surtout au niveau des îles du Saloum et de la Casamance. Au niveau des îles du Saloum, nous travaillons en parfaite collaboration avec ces deux institutions dont je viens de parler, notamment le 3FPT et la Gaspésie des îles, pour booster également les bonnes pratiques, les inculquer les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène, également leur parler de santé et sécurité. C'est un travail qui peut nuire à leur santé. Monsieur Diouf, aujourd'hui, comment mieux accompagner les opératrices du secteur agroalimentaire traditionnel, incluant les groupes informels? Non seulement les organiser en GIE, puisqu'il y a de ces bonnes dames qui ne sont pas affiliées ou bien qui utilisent des sites sauvages, entre guillemets, vous m'excusez du terme, essayer de les concentrer au niveau des sites bien aménagés. L'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Gaspésie des îles, ils ont construit des sites modernes au niveau de 3 villages au niveau des îles du Saloum, à Niodior, Dionewar et Falia. Des sites modernes qui peuvent être agréés pour pouvoir exporter leurs produits vers l'Union européenne et partout à travers le monde. Maintenant, on insiste sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, également comment l'emballage peut valoriser ces produits-là. Puisque avant, les bonnes dames utilisaient des paniers ou bien des sacs de ciment. Maintenant, vous voyez le microconditionnement qui vraiment donne beaucoup plus de valeur à ces produits-là et les rend beaucoup plus sécures. Puisque mettre un produit dans un emballage qui vraiment est étanche à l'eau, à l'air, prolonge la durée de vie de ces produits et ça aide à mieux vendre également. Jouer également sur l'étiquetage également qui vraiment les aiderait à mieux vendre. L'usage des épices également aide ces bonnes dames à au moins faire beaucoup plus de propositions. Je donne généralement le cas de Jollof Chicken. Il y a des poulets nature, il y a des poulets épicés. Également dans la transformation, on peut avoir un ketchup nature, on peut avoir un ketchup épicé. On peut avoir également des arches ou bien des huîtres, ou bien des moules épicés ou bien des moules nature. On peut avoir également la diversité en proposant des types de transformation tels que les saucisses de poisson, tels que les marinades de coquillages et de poissons également. Quelles sont actuellement les principales contraintes liées à la filière de la transformation artisanale des produits de la pêche, surtout au niveau de l'approvisionnement et de la commercialisation? En termes d'approvisionnement, les espèces ciblées sont pour la majeure partie des espèces surexploitées ou bien en pleine exploitation. Je donne l'exemple des sardinelles. Les sardinelles, d'après les recherches du CROT, du Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, c'est des espèces qui sont surexploitées. Et malheureusement, le ketchup, c'est plus de 50% de la transformation artisanale. Donc si on exploite des espèces qui sont surexploitées,
l'activité ne sera pas pérenne. C'est pourquoi il faudra prendre en compte ces aspects-là des scientifiques, essayer de tirer le minimum en termes de volume et de valoriser mieux pour pouvoir tirer le maximum de profit de cela. Il y a également le problème lié à l'insalubrité des sites. Il faudra vraiment mettre le paquet là-dessus, puisque les produits sont sujets à des contaminations qui peuvent non seulement entraîner des altérations, c'est-à-dire du gâchis en termes de finances, mais ça peut également impacter sur la santé du consommateur, sans pour autant omettre la santé du producteur en tant que tel, puisque utiliser des produits qui sont les fumages également, le cas du fumage, la fumée va affecter la santé de ces bonnes dames, non seulement un problème pulmonaire, mais également sur les yeux, les maladies liées à ces activités-là. Il y a également les aspects liés à la santé et la sécurité qui sont vraiment inculqués et sensibiliser ces bonnes dames-là pour qu'au moins qu'ils puissent être conscientes des revers par rapport à leur activité. La pêche incluant les produits halieutiques fait partie du niveau primaire des principales activités économiques du pays. Cependant, de nombreuses difficultés minent le secteur de la pêche artisanale. Vous en avez évoqué certaines. Qu'est-ce qui explique cela? Ceci est dû au fait que pendant les années de sécheresse, beaucoup de populations se sont ruées vers la pêche. Malheureusement, il n'y avait pas de limitation. Donc, avec ce rush-là, il y a eu des sites sauvages, il y a les anciens sites et l'État est en train de mettre un paquet là-dessus pour au moins pouvoir mettre aux normes, mettre à niveau ces sites-là. C'est d'ailleurs le cas, je peux donner le cas de Saint-Louis. L'État a construit un site moderne à Saint-Louis. L'État a également construit ou bien restructuré des sites comme le site de Pencum Sénégal à Thiaroye et je peux citer tant d'autres sites. Mais malheureusement pour certains sites, les bonnes dames ne les utilisent pas. Pourquoi? On doit interroger les sociologues pour essayer de voir qu'est-ce qui limite l'utilisation ou bien qu'est-ce qui interdit ces bonnes dames d'utiliser ces sites-là. Puisque utiliser ces sites-là, c'est améliorer les conditions de travail, non seulement, mais également améliorer la qualité des produits qui seront issus de ces sites-là. Le secteur de la pêche maritime est divisé en deux sous-secteurs, le sous-secteur de la pêche industrielle et le sous-secteur de la pêche artisanale. Chaque sous-secteur comprend une filière de transformation des produits halieutiques. Cependant, les revenus et bénéfices ne sont pas les mêmes. Comment arriver au rééquilibrage de la balance? Ça sera vraiment un chantier énorme pour l'État, puisque pour le secteur industriel, il y a non seulement la culture d'entreprise, mais il y a des marchés beaucoup plus porteurs. Alors que pour le secteur de la pêche artisanale, il y a entre guillemets un fourre-tout. Donc il faudra les conscientiser, essayer au maximum de mettre à niveau ces sites-là, les aider également à disposer de ce qu'on appelle les autorisations FRA et les agréments pour pouvoir exporter vers l'extérieur. Sur plus de 200 entreprises au Sénégal, il n'y a qu'un seul établissement qui est agréé et qui fait la transformation artisanale, qui est agréé pour exporter vers l'Union européenne. Il y a d'autres qui sont agréés, qui font le salé séché, mais qui exportent leur production vers le continent africain, notamment le Congo principalement. La transformation artisanale, les produits des bonnes dames, majoritairement le Kétia, vont vers les pays tels que le Burkina, le Mali, la Guinée également. Mais ce sont des pays qui, le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé que ça. C'est pourquoi les bonnes dames sont obligées de jouer sur le volume pour pouvoir en tirer le maximum. Maintenant, pour inverser la tendance, il faudra améliorer non seulement les conditions de travail, mais également jouer sur l'emballage, le microconditionnement, jouer également sur des aspects comme la labellisation et autres qui vont donner de la valeur à ces produits-là. Monsieur Diouf, quel est l'apport de la transformation artisanale dans la lutte contre l'appauvrissement des populations, notamment les plus défavorisées? La transformation artisanale produit des produits qui sont un peu beaucoup plus, qui peuvent durer un peu beaucoup plus, qui ont une durée de vie beaucoup plus élevée. Par exemple, si vous voulez envoyer des poissons à Tamba, sans pour autant utiliser de la glace, utiliser un camion frigorifique qui peuvent rehausser le prix. Vous pouvez transformer ce produit-là en kétia, en guedje et autres, le transporter dans des véhicules qui ne nécessiteront pas l'aspect climatisation, les envoyer vers l'intérieur du pays. Non seulement le prix est beaucoup plus accessible, mais les moyens de conservation également ne sont pas aussi exigeants que ça. Puisque conserver un produit déjà sec
ne vous oblige pas d'utiliser de la glace ou bien le congélateur ou bien le réfrigérateur. Donc ces populations qui sont un peu plus loin des plages et autres pourront avoir accès de manière démocratique aux produits halieutiques qui jouent un rôle important du point de vue nutritionnel au Sénégal. Merci M. Abdoulaye Diouf pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur en transformation des produits halieutiques. Merci beaucoup M. Alexis, c'est à moi de vous remercier et vous dire que vous avez nos félicitations puisque l'émission Croissance Verte est une émission qui vraiment occupe un rôle important du point de vue sensibilisation, mais également du point de vue promotion des bonnes pratiques en quelque sorte. Merci M. Diouf. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.